comme ça aussi. Bonsoir tout le monde, je suis très contente d'être là. Merci d'être venus nombreux. J'aime bien faire un petit sondage, si vous permettez. N'ayez pas peur de lever la main si la question vous concerne. Et c'est pour ma gouverne, c'est pas pour montrer du doigt ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien savoir combien de personnes qui sont là ce soir n'ont pas entendu parler jusqu'ici du TAFTA, le traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui n'ont jamais entendu parler de ce traité? Une, deux ou trois, très peu de monde. Bon, ben écoutez, ça me réjouit, parce que beaucoup d'entre vous savent des choses sans doute aussi que je ne sais pas, mais le nombre, chaque fois que je fais une conférence, baisse. Et de plus en plus de gens ont entendu parler de ce TAFTA, et c'est ce que nous appelons réussir la stratégie de Dracula, parce que quand on expose le vampire à la lumière du jour, le vampire ne supporte pas le soleil, il ne supporte pas la lumière, et il se ratatine et il meurt. Et ce vampire-là a été actif en France en 97-98, justement l'année de la fondation d'Attac, dans une chose que l'on appelait l'AMI, A-M-I, Accord multilatéral sur l'investissement. Je vois des gens qui disent oui, vous vous souvenez de ça. Il a ressuscité en partie avec l'AGCS. L'AMI, on l'a défaite. L'AGCS, on a eu quand même des améliorations, et puis l'Organisation mondiale du commerce ne marche pas très bien, mais les entreprises multinationales, transnationales, ne renoncent jamais. Et elles remettent cela avec ce TAFTA. On appelle ça TAFTA en France, jamais aux États-Unis, parce que dire TAFTA, ça rappelle aux Américains le NAFTA. En français, c'est ALENA, mais c'est l'accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui a été un désastre dans les trois pays. Alors, pour les Américains, les officiels, en tout cas, ils n'appellent jamais le TAFTA TAFTA. Ils appellent ça le TTIP, moi aussi. Et puis en Europe aussi, on appelle ça le Transatlantic Trade and Investment Partnership, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Le PTCI, c'est trop compliqué. Alors TAFTA, c'est beaucoup plus facile, mais c'est pour vous laisser savoir que aux États-Unis, on n'a pas du tout envie de rappeler aux mémoires des citoyens ce traité qui a causé des pertes d'emplois infinies, qui a ruiné 2,5 millions de petits paysans mexicains, qui a résulté en plusieurs procès, surtout contre le Canada, qui ont été quand même commentés aux États-Unis et qui ont permis aux entreprises de gagner plusieurs fois contre le gouvernement, quand le gouvernement essayait de passer de bonnes lois en faveur de l'environnement, etc., etc. Alors ça, juste une parenthèse sur le nom avant de commencer, mais le TAFTA, je vous encourage tout de suite, avant même le débat, de noter collectif Stop TAFTA, si vous prenez des notes, et puis je vous engage tous à signer sur cette liste la pétition Stop TAFTA. Et je vous expliquerai quelle est cette initiative quand on arrive un peu à la fin de la conférence. Mais voilà, tout cela pour vous dire que le vampire, on peut encore lui porter un coup. Il faut sortir l'ail et puis il faut sortir les stylos et les protestations, parce que je vais vous donner beaucoup de mauvaises nouvelles ce soir, mais la bonne, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on peut gagner, j'en suis persuadée, comme on a gagné avec l'AMI.
parce que ce traité est tellement horrible. Il y a quelque chose dedans pour tout le monde. Je pense que tout le monde ce soir trouvera une chose qu'il ou elle déteste. On trouve quelque chose d'absolument insupportable dans ce traité, et là, il y en a pour tout le monde. Voilà, alors, mauvaise nouvelle, mais histoire où on peut gagner. Alors, pourquoi? Commençons les mauvaises nouvelles. Ce traité est secret. Il est négocié en secret. Il ne permet pas à nos représentants élus, ni nationaux, ni même européens, de savoir le contenu. En Europe, il y a une salle fermée à clé où certains députés européens peuvent aller sous garde appropriée, ne pas prendre de notes, ne pas évidemment photocopier, ne pas prendre de photos avec le téléphone, etc. et lire certaines parties du traité. C'est tout. On leur dit ce que l'on veut bien leur dire, mais on ne sait pas de 2 mois en 2 mois, quand les négociations ont lieu, ce qui a été discuté et ce qui a été conclu, si quelque chose a été conclu. Nous sommes laissés dans le noir, et nos représentants aussi. C'est qu'ils ont des choses à cacher, bien sûr, je vais vous dire lesquelles, mais ça c'est déjà quelque chose. Alors eux disent, mais si vous jouez au poker, vous n'allez pas montrer vos cartes à votre adversaire. Peut-être, mais ce n'est pas une raison de garder absolument secret ce que les deux côtés demandent. Ça, eux le savent. Si ça passe, c'est certainement pratiquement irréversible. On a une chance pour dire au revoir, et puis non, si ça passe, nous allons vivre avec les conséquences pendant très très longtemps. L'Europe maintenant négocie pour tous nos États. Vous vous souvenez peut-être qu'avant que la Commission ait obtenu que la compétence unique du commerce soit avec elle et que les États n'aient rien à dire, mais nous n'avons pas une participation au jour le jour dans ce traité. C'est la Commission qui négocie pour tout le monde. Et surtout, ce traité a été préparé depuis 20 ans par des entreprises multinationales de part et d'autre de l'Atlantique. À partir de 1995, dans un organisme qui a été patronné par le département de commerce américain et la Commission européenne, pour réunir les entreprises dans un grand dialogue qui s'appelle le Transatlantic Business Dialogue, le dialogue transatlantique des affaires, et où les plus grandes entreprises, 70 au début, se sont réunies périodiquement, puis ont fait des comités par branche pour que les pharmaceutiques parlent avec les pharmaceutiques, les automobiles avec les automobiles, et ainsi de suite, et qui ont planifié depuis ces très longues années exactement ce qu'ils voulaient faire de cet accord. Alors, il y a eu des métamorphoses, et on a fait avec d'autres participants, toujours recommandés par Business Europe, qui est le patronat européen, c'est le MEDEF au niveau européen, et par la Chambre de commerce des États-Unis de l'autre côté, et par la table ronde des industriels européennes, les 50 PDG des compagnies les plus puissantes des États-Unis, mais toujours choisis, triés sur le volet. Les plus grandes compagnies se sont réunies dans une série d'organisations, dont le dernier, réuni en 2007 par Mme Merkel, M. Bush et M. Barroso, ont formé le Transatlantic Economic Council, alors le Conseil transatlantique économique, qui garde le Business Dialogue comme une partie de son organisation. Ne vous inquiétez pas de toutes ces métamorphoses, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles s'organisent, et elles s'organisent à un niveau de plus en plus élevé, et voilà ce qu'elles disent d'elles-mêmes dans ce conseil.
C'est une entité politique, je cite, politique, pour surveiller et accélérer la coopération de gouvernement à gouvernement avec le but de faire avancer l'intégration économique entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas le souvenir d'avoir voté pour l'intégration économique entre les États-Unis et l'Europe. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir voté pour une entité politique, dit par eux-mêmes, qui a cet objectif. Ce qui veut dire que ces entreprises se considèrent maintenant, et j'explore beaucoup ce thème dans ce livre, comme faisant partie du paysage politique. Ce n'est pas important que personne ne les ait élus, ce n'est pas important qu'on n'ait pas la possibilité de savoir de quoi ils discutent, ça n'a pas d'importance qu'ils ne rendent des comptes à personne, et ainsi de suite. C'est une entité politique parce que leurs gouvernements respectifs leur ont donné cette catégorie. Et très tôt, le dialogue transatlantique des affaires avait trouvé son slogan, que je vais vous dire parce que je trouve que c'est une merveille d'abnégation, disons, de modestie. C'est approuver une fois, accepter partout. Joli, hein? Nous approuvons, et puis vous devez tous accepter, et tous vos politiciens doivent accepter, tous vos partis politiques. Je trouve ça formidable. Alors, qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui est dans ce traité, autant que nous le sachons? TAFTA, ça veut dire commerce et investissement. Alors, commerce, très peu. Ce n'est pas vraiment un traité de liberté de commerce, parce que les tarifs entre les États-Unis et l'Europe sont tout petits, sont de l'ordre de 2-3% en moyenne. Ce n'est pas la peine de faire toute cette histoire pour réduire à 0 ou 1%. Sauf en agriculture, où là, je fais une parenthèse, c'est important de garder les tarifs contre les produits américains avec lesquels les 3/4 des agriculteurs européens ne peuvent absolument pas faire concurrence. Et même les plus gros, même les équivalents de la FNSEA, à mon sens, ne pourraient pas concurrencer les produits américains qui sont largement subventionnés par des moyens pas toujours très visibles. Et surtout, ce sont des fermes de dizaines de milliers d'hectares, avec des moyens mécaniques incroyables, et que même les plus grosses de nos fermes en Beauce, par exemple, n'ont pas ces capacités-là. Et il faut, si on veut garder les paysages ruraux que l'on a en France et ailleurs, garder nos agriculteurs. On n'en a pas tant que ça. En Europe, on estime entre 13,5 millions et 14 millions, et on risquerait vraiment d'en perdre beaucoup. Alors oui, aux tarifs agricoles, mais autrement, les tarifs sont vraiment assez négligeables. Oui, ça concerne l'investissement. Je vais vous dire pas mal sur ces procès que maintenant, si ça passe, les entreprises pourraient faire contre les États devant des tribunaux privés. Ça s'appelle en anglais ISDS, Investor to State Dispute Resolution, des tribunaux investisseurs à État pour le règlement des différends. Et ça, c'est très très grave. C'est un assaut frontal contre les cours nationaux et contre le judiciaire, parce que ce ne sont pas des cours permanentes, ce sont des tribunaux privés avec des arbitres qui sont dans le civil des avocats, des très grands cabinets internationaux, surtout américains et britanniques, et qui, à trois, prennent une décision qui est irréversible, où il n'y a pas de processus d'appel,
et où les conséquences pour les citoyens sont gravissimes. Je vous donnerai quelques exemples dans un instant. Oui, c'est sur l'investissement parce qu'il y a déjà 3 trilliards d'investissements de part et d'autre entre les États-Unis et l'Europe. C'est 3 avec 12 zéros. 3 000 milliards, si vous préférez. Et ce traité s'appliquerait à tous ceux qui ont déjà investi et tous ceux qui investiraient dans l'avenir. C'est rétroactif. C'est aussi dans une certaine mesure, c'est aussi contre la législatif. Les législateurs ont le droit de fixer les normes et les règlements qui gouvernent nos existences, qui gouvernent les normes de santé, de qualité alimentaire, de sécurité des aliments et des produits pharmaceutiques, la sécurité des véhicules. Nous avons des bureaux de régulation pour cela, et ainsi de suite. Et il s'agit de faire une coopération, comme ils l'appellent, mais en fait une sorte d'intégration des différents systèmes de régulation qui serait aussi un désastre pour les citoyens. Alors, j'appelle ça une charte pour la liberté des entreprises de faire exactement ce qu'elles veulent et de remplacer des instances démocratiques qui doivent rendre des comptes, qui sont les législatures et le judiciaire, et parfois aussi contre l'exécutif, parce que si vous avez peur de passer une nouvelle loi ou de demander une nouvelle règle, et vous vous dites qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous faire un procès si vous le faites, à ce moment-là, surtout si vous êtes un État relativement petit et faible, vous allez réfléchir à 2 fois avant d'avancer. Alors maintenant, quelques détails. L'ISDS, ces tribunaux, qu'est-ce que nous en savons? Déjà, il y a plus de 3000 traités qui contiennent cette clause. Ce sont des traités sur l'investissement parce que surtout, quand il a été évident pour tout le monde que l'Organisation mondiale du commerce ne marchait plus bien du tout, on a commencé à signer des traités bilatéraux. Tous les États européens ont en moyenne au moins 13 traités bilatéraux. Donc France plus quelque chose. Puis il y a des traités intra-européens, comme le traité sur l'énergie, l'Energy Charter, la charte de l'énergie. Et il y a au dernier pointage 3260 de ces traités qui contiennent une clause, le plus souvent qui est à peu près exactement ce que veulent les Américains en particulier, mais aussi les entreprises européennes, qui soient insérées dans le TAFTA. Et cet ISDS, ce règlement des différends, permettrait justement aux entreprises de porter plainte quand elles considèrent, voilà quelques raisons qui sont toutes plus vagues les unes que les autres. J'avais le droit de m'attendre à un environnement législatif stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne passez plus de loi du tout. J'avais une attente légitime que telle ou telle chose, mais attente légitime figure toujours dans les clauses. J'avais aussi le droit de m'attendre à un traitement juste et équitable. Je ne sais pas si on a des avocats ou des juristes dans la salle, mais je crois qu'ils seraient d'accord que c'est tout à fait élastique, ce genre de langage. Mais en tout cas, c'est toujours le citoyen qui paie, parce que si
un gouvernement, si une entreprise porte plainte contre un gouvernement, parce que le contraire n'est pas possible. C'est un tribunal à sens unique. C'est entreprise contre gouvernement, pas l'inverse. Si une entreprise porte plainte, elle peut invoquer l'un de ses principes ou d'autres. Et voilà quelques exemples. Veolia, en Égypte, porte plainte contre le gouvernement égyptien parce que le gouvernement égyptien a augmenté le salaire minimum. Et Veolia avait le droit de s'attendre à une législation stable, ou avait peut-être l'attente légitime que les salaires soient ceux qu'ils étaient quand elle a signé son contrat. Je ne connais pas le détail, et d'ailleurs ce n'est pas public, alors on ne peut pas connaître le détail de ces plaintes. Et ça n'est pas décidé encore, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a 560 cas qui ont été soit décidés, soit sont toujours en activité, parce que ça peut prendre assez longtemps. Et jusqu'ici, 65% des cas qui ont été décidés ont donné raison soit à la compagnie, soit ces cas ont été hors de la juridiction décidée entre le plaignant et l'État contre qui la plainte a été portée. Ça veut dire settled en anglais, je ne sais pas comment. Mais ça veut dire que les contribuables de ce pays ont quand même payé une compensation. Et puis tous les coûts, parce que ça n'est pas gratuit. Le moins cher de ces tribunaux jusqu'ici a coûté 8 millions de dollars. C'est les contribuables qui paient. Mais il y a quelques exemples de compensations qui sont tout à fait faramineuses. Par exemple, le cas contre l'Équateur, porté par la compagnie pétrolière occidentale américaine, qui dit je veux 1,7 milliard de dollars parce que vous avez refusé la permission de forêt dans une zone écologiquement que vous dites écologiquement protégée. Mais moi, j'avais le droit de m'attendre à pouvoir forer partout. Je dois pouvoir avoir accès à toutes les ressources naturelles. Et c'est ce que je vous demande. Et si vous ne me les accordez pas, je vais vous porter plainte. Et effectivement, la compagnie occidentale a gagné 1,7 milliard de dollars contre l'Équateur, qui n'est pas un État particulièrement riche. Il y a le cas de la compagnie suédoise Vattenfall contre l'État allemand. Vous direz que l'Allemagne peut payer. Ça, c'est sous le traité sur l'énergie intra-européenne. Mais Vattenfall, qui est une compagnie de distribution d'électricité, dit à l'Allemagne, vous avez interdit maintenant la construction de nouvelles centrales nucléaires. J'avais l'attente légitime de pouvoir distribuer l'électricité de ces centrales que soit vous fermez, soit vous n'allez pas construire, et je veux 4,7 milliards d'euros. Pas décidé encore, je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a certainement à prévoir des cas comme en Australie, où l'Australie a décidé de faire de ses paquets de cigarettes au moins 80% consacrés aux menaces contre la santé. Et puis dans un paquet vraiment grisâtre, pas intéressant, avec un tout petit logo comme ça. Et Philip Morris porte plainte à la fois contre l'Australie et contre l'Uruguay, qui a une loi similaire en discussion, pas décidée encore, et je ne sais pas quel est le montant qui est demandé, mais ça vous donne un petit échantillon de ce qui pourrait être possible
si on signe ce traité. Ça serait tout de suite, et ça je peux vous le garantir, ce serait tout de suite dans le domaine de l'alimentation des plaintes contre les restrictions sur les OGM, par exemple. Il y a deux systèmes de régulation en Europe et aux États-Unis qui sont très très différentes. Aux États-Unis, la charge de la preuve est sur le régulateur ou sur le public, c'est-à-dire le régulateur doit dire absolument et prouver scientifiquement que tel ou tel produit ou processus est dangereux. En Europe, ce n'est pas la charge de la preuve. La charge de la preuve est avec celui qui veut mettre sur le marché un produit pharmaceutique ou un produit alimentaire ou chimique, de prouver scientifiquement que ce n'est pas dangereux. Vous voyez que la philosophie est complètement différente. La charge de la preuve dans un cas reste avec l'État, mais de l'autre côté avec la compagnie qui propose le produit. Et si bien que les Américains ont déjà dit, et ils disent publiquement, que les régulations contre les OGM en Europe sont ridicules, sont antiscientifiques, que la directive REACH sur les produits chimiques sont de même pas prouvés scientifiquement et que leurs objectifs seront tout de suite de s'attaquer au principe de précaution de manière à en finir avec ces restrictions qui s'appellent des irritations du commerce ou quand ils sont moins polis, des choses des noms d'oiseaux beaucoup plus graves. Mais on s'attend, si ça passe, à une pluie de procès sur les OGM parce que pratiquement aucun produit alimentaire européen vendu dans les supermarchés ne contient aujourd'hui, en tout cas que je sache, peut-être qu'il y a du soja américain OGM, mais en tout cas, les Américains ne veulent pas d'étiquette, alors on ne le saura jamais si ça passe, mais nous n'avons pas à faire se faire du souci avec ça aujourd'hui. Mais sur les produits chimiques, les États-Unis ont un système de classification des produits chimiques, comme l'Europe. Mais l'Europe a interdit 1200 produits chimiques qui sont en utilisation libre aux États-Unis. Et les États-Unis, depuis 1976, quand ils ont instauré la loi contre les substances toxiques, ils ont interdit combien de produits chimiques, à votre avis? Combien? 12. 1200 pour l'Europe, et c'est probablement pas assez. Enfin, il y a des ONG qui disent que c'est pas assez. Aux États-Unis, c'est 12. Donc, vous voyez la disparité, le gouffre entre ce que pourraient demander les États-Unis contre nous et ce que nous serions prêts à donner. Alors, maintenant, le problème des je n'arrive jamais à le prononcer, néonicotinoïdes, qui tuent les abeilles, ça on le sait. Il y a un moratoire qui est sur le point de se terminer en Europe, et ça serait évidemment une bagarre pour les États-Unis. On serait attaqué immédiatement si on voulait continuer le moratoire. Ils l'ont déjà dit. Des perturbateurs endocriniens. Ça aussi, on a eu des interdictions. Il n'y en a aucune aux États-Unis. Et puis les plus fameux, les mieux connus, ce sont les dindes et les poulets lavés au chlore. Ce sont le bœuf aux hormones interdit en Europe depuis 1988. Mais tout cela, c'est ce que les États-Unis appellent des barrières non nécessaires. Mais ça ne finit pas avec les produits chimiques et la nourriture, c'est aussi contre l'environnement. Par exemple, nous pourrions dire nous ne voulons pas importer
les pétroles qui viennent des sables bitumineuses que les États-Unis vont maintenant transporter par, j'espère que non, peut-être qu'Obama va l'interdire, mais ils veulent transporter par oléoduc jusqu'au port pour pouvoir les exporter. Mais les Américains diraient c'est exactement la même chose que vos pétroles. Il y aurait des compagnies aussi de fracturation hydraulique qui voudraient faire de la prospection en Europe. Tout cela, vous voyez, pourrait être mis en cause. Simplement parce que ce serait un investisseur qui dirait « mais je m'attendais à ce que » ou telle limite sur ma capacité de faire ce que je veux a été limitée. Et ils veulent harmoniser, ça c'est le mot qui a un son très doux. J'adore le mot harmonie, harmoniser, c'est cool, mais ça veut dire harmoniser vers le bas, forcément, en matière de régulation. Sauf en finance, où les régulations américaines sont meilleures que les nôtres, mais où les banques françaises et allemandes ont déjà dit que ça serait un bon terrain pour eux d'essayer d'harmoniser vers leur niveau plus bas de régulation. Je pense que c'est peut-être suffisamment d'exemples parce que il est facile de voir que nous sommes, si on passe ce traité, nous nous ouvrons non seulement à des procès sans fin, pour lesquels on serait les payeurs, forcément, les contribuables, mais qui pourraient détruire des décennies de démocratie et d'efforts de la part de législateurs et d'ONG qui ont lutté contre les pesticides, contre les OGM, contre des quantités d'attaques contre nos valeurs qui seraient aussitôt remises en cause, et toutes ces luttes, il faudrait les recommencer, et on aurait beaucoup moins de prise parce que les protagonistes ne seraient pas démocratiquement élus, seraient des arbitres cette semaine, mais des avocats la semaine prochaine, seraient des gens qui se fichent pas mal d'autre chose que des profits des entreprises, et je pense que vous pouvez voir l'attaque là sur la démocratie. Mais un cas dans les services publics, parce que là aussi c'est visé, je vous raconte l'histoire qui est arrivée en Slovaquie et récemment, où un gouvernement slovaque gouvernement de droite, a été élu vers le début des années 2000, a privatisé complètement le système de santé. Ça a été un tel désastre qu'en 2006, les Slovaques ont élu un autre gouvernement qui essaie de remettre dans le secteur public. Patatras, aussitôt, attaque par des assureurs de santé, en particulier hollandais, qui disent « mais on avait l'espoir, enfin l'attente légitime d'avoir un environnement légal, juridique stable, et voilà que vous voulez que maintenant ça soit republic et que les assureurs privés de santé n'aient pas leur rôle. » Et je vous demande plusieurs centaines de millions de dollars. Je ne sais pas combien, parce que les détails comme ça, certains chercheurs les ont, mais on n'a pas du tout le détail des cas. Et on ne peut pas suivre les procès, et on ne peut même pas savoir, dans tous les cas, combien est demandé et à qui. Et vous voyez que même les services publics peuvent être attaqués, et qu'une fois perdus, si quelque chose est privatisé, c'est extrêmement difficile de le remettre dans le secteur public. Alors, bon, que dire d'autre ? Je crois qu'il faut savoir que les États-Unis n'ont pas signé toute une série
d'accords internationaux. Ils n'ont pas signé 6 conventions de base sur 8 du Bureau international du travail. Ils n'admettent pas les syndicats. Dans tous les États ont beaucoup de pouvoir. Maintenant, je crois que c'est presque la moitié des États qui ont des lois contre les syndicats. Et vous voyez la tentation pour des entreprises européennes d'aller s'installer aux États-Unis, où les salaires sont plus bas et où ils n'auraient pas à avoir des histoires avec des syndicats, des grèves, des problèmes comme ça. Et à ce moment-là, ce sont les PME, PMI qui partent aussi, parce qu'ils veulent, s'ils veulent continuer à être fournisseurs de ces très grandes entreprises, ceux qui font des composants de produits, ils partent. Si bien que maintenant, une organisation des PME, PMI en Europe a envoyé une lettre à tous ses membres pour leur dire « Soyez bien attentifs parce que vous risquez de perdre. Jamais vous ne pourriez porter plainte parce que vous êtes de trop petite taille, vous n'auriez pas les moyens de payer les avocats, de payer les coûts et d'attaquer en justice aux États-Unis. Ça serait un avantage pour les gros, mais vous ne pourriez pas le faire. Et puis, vous risquerez de perdre vos marchés. » Comment on justifie tout ça au niveau de l'Europe? La Commission a fait faire une étude par un client, une entreprise, enfin pas une entreprise, mais une boîte à penser, un think tank à Londres, auquel la Commission fait souvent appel, et qui a fourni cette étude pour son client fréquente, la Commission européenne, dans laquelle elle dit, dans son estimation la plus optimiste, et elle le dit honnêtement ça, la plus optimiste, en 2027, il y aurait un gain pour toutes les familles européennes de 540 et quelques euros par an, ce qui fait à peu près une tasse de café par adulte dans un café par semaine, et il y aurait des gains d'emploi. Une étude beaucoup plus sérieuse qui n'utilise pas le même modèle, je n'entre pas dans le détail, mais quelqu'un qui utilise un modèle des Nations Unies a des conclusions complètement opposées et dit la perte d'emploi en Europe serait de l'ordre de 600 000 emplois et la France serait le plus touchée. On perdrait au moins 130 000 emplois. Et la croissance serait, c'est trivial, le chiffre c'est 0,5%, 0,05% par an. Il justifie cela par un modèle qui suppose généreusement que chaque fois qu'un emploi est perdu, celui qui l'a perdu trouve aussitôt un autre emploi. Ce que nous savons tous est absolument utopique. Alors voilà les choses que je pense qu'il faut savoir. On va perdre énormément si ça passe, parce qu'on perdrait sur le plan de la démocratie, on perdrait sur le plan de la vie quotidienne, avec tous les changements de normes que l'on risquerait, de règlements. Et puis, on perdrait aussi sur le plan du climat, parce qu'il serait extrêmement difficile de faire des lois meilleures sur le climat, ou sur le travail, ou sur les services publics, ou sur tout domaine qui touche notre vie quotidienne. Il y aurait des efforts pour privatiser les hôpitaux et les écoles. On perdrait du pouvoir parce que ça s'applique à tous les niveaux de gouvernement. On ne peut pas réserver les chantiers pour des compagnies nationales. Ça, c'est important pour tout le monde. Il faudrait laisser enchérir tout le monde. Et ça me semble un déni et un défi contre la démocratie
évidente. Alors, on essayait, les entreprises espéraient, et je pense que la Commission croyait qu'il serait possible de faire passer ça comme une lettre à la poste. Au début, ils se sont dit, on fait ça en 2014. Maintenant, ils disent, on va essayer de le faire en 2015. Et puis, en 2016, il y aura de nouveau des élections aux États-Unis. Alors ça, il ne faut pas laisser aller jusqu'en 2016, parce que ça serait... Mais on n'est pas très aidé par les médias. Plus maintenant, mais quand même plus qu'aux États-Unis, où une étude très récente que j'ai eue il y a 15 jours, même pas, dit que entre août 2013 et février 2015, il n'y a eu aucune mention sur les 4 chaînes de télévision nationales et une mention chaque sur 2 autres qui sont des réseaux privés. Bon, ils sont toutes privés, mais bon. Les États-Unis, les citoyens américains sont encore plus mal informés qu'en France. Mais nos médias n'en parlent pas assez. Il faut encourager les médias, il faut leur demander pourquoi vous ne parlez pas de cela, pourquoi vous ne tenez pas au courant des négociations au fur et à mesure, pourquoi vous êtes silencieux. Alors voilà toutes les mauvaises nouvelles. Mais les bonnes nouvelles sont aussi que les gens se mobilisent. Ici, déjà, vous étiez très informés, mais je vous engage tous à informer d'autres. En l'absence de publicité, il faut que chaque citoyen prenne ça sur soi et on va essayer, dans la discussion, s'il y a des points pas clairs, de les clarifier pour que vous soyez en mesure d'être des ambassadeurs et des ambassadrices contre le TAFTA. Ça, c'est très important d'en informer le maximum de gens. Ensuite, signer. Collectif Stop TAFTA. Ça, c'est une initiative auto-organisée parce qu'entre Européens, on a essayé de faire une initiative citoyenne européenne légale dans les termes que fixe la Commission. La Commission avait 2 mois pour juger notre proposition, l'a refusée en septembre dernier. On a aussitôt décidé, j'étais la personne pour la France qui avait signé les papiers pour l'Europe, et on a aussitôt décidé, avec nos différentes organisations, de faire la même chose, dans les mêmes règles, mais organisée par nous, mais que la Commission ne pourrait pas contester, parce qu'on suivrait leurs exigences, c'est-à-dire plus d'un million de votes de contre venant d'au moins 7 pays, et chaque pays avec son quota. Alors le quota pour la France, par exemple, c'est 55 500 voix. On l'a atteint de justesse pour le 6 décembre, quand à Bruxelles, nous avons présenté plus d'1,1 million signatures à M. Jean-Claude Juncker pour ses 60 ans, qui était le 6 décembre, ou à une effigie de M. Juncker, un grand masque de Juncker, parce que M. Juncker n'était pas là pour nous recevoir. Mais maintenant, on a dépassé les 1,5 million, et on veut continuer, et maintenant, on n'a pas seulement 7 pays, mais 11. Et ça commence même à démarrer en Europe de l'Est, qui était un peu à la traîne. Mais maintenant, ça va bien. Il y a les Belges qui viennent d'arriver. Il y a d'autres pays qui pensent qu'ils peuvent arriver à faire leur quota très rapidement. Alors, le but, c'est au moins 2 millions maintenant, et au moins 2 millions de voix, et si possible, une vingtaine de pays dont les citoyens disent non. Ça, c'est très important. On a fait aussi un procès à la Cour européenne de justice, mais ça peut durer longtemps et on ne compte pas sur le judiciaire. Le 18 avril, il y aura une journée internationale
d'activités. Ça peut être une conférence, ça peut être une marche, ça peut être du théâtre, ça peut être ce que vous voulez. Sortez avec aussi sur Collectif Stop TAFTA, vous trouvez aussi des feuilles pour signature, vous pouvez faire signer les gens. L'idée, c'est de faire quelque chose qui est représentatif et que l'on fasse dans tous les pays européens, ça se fera aux États-Unis aussi, et d'être tous unis dans la lutte contre cette horreur. Je pense sincèrement que l'on peut gagner parce que c'est encore Dracula. Dès qu'on entend parler de ce qu'il y a dedans, les gens sont horrifiés et ils sont d'accord tout de suite qu'on ne peut pas laisser passer ça. Quelque chose d'irréversible contre la démocratie, ça n'est pas admissible. On a tous, vous comme moi, trop lutté pour la justice et pour la justice sociale et climatique. Et donc, je vous remercie de votre attention et de ce que vous ferez dans l'avenir. Merci beaucoup.